Les joints métalliques gémissaient comme des vivants, mais je savais que c'était juste le langage des pressions différentielles, un langage honnête, contrairement à celui des hommes. Mes doigts, couturés et agiles, suivaient le tracé du conduit principal. La vibration du métal me parlait d'un déséquilibre, une strophe de stress dans le champ habituel du réseau. Ici, dans les entrailles de l'Odyssée, les mensonges étaient rares. Une fuite se déclarait, un relais faiblissait, un joint cédait. Des faits, pas de sous-entendu. Je resserrais les boulons du collier de serrage. Le gémissement s'éteignit, remplacé par le ronron profond et satisfait de la circulation d'air. Un soulagement physique presque animal me parcourut l'échine. J'avais réparé, j'avais apaisé. Ici, mon existence avait une utilité mesurable, contraire au vide que je traînais. C'est alors que l'odeur m'a saisi. Une bouffée saline, âcre, portant en elle le froid et l'écume. L'odeur de l'océan de Bergène, le matin de l'accident. Elle était là, réelle, enveloppant ma tête dans le casque de maintenance. Mon estomac s'est tordu. Mes yeux se sont rivés sur le panneau gris devant moi, mais je ne voyais plus le métal. Je voyais la grue, son bras se tordant dans un cri silencieux, et la chute, lente et impossible, de la nacelle de contrôle. Les visages à l'intérieur étaient flous, effacés par des années de fuite, mais pas leurs cris. Jamais leurs cris. Ils résonnaient dans le sifflement même de la ventilation. J'ai arraché mon casque. L'air recyclé et stérile des entrailles a brûlé mes poumons. Je clignais des yeux, vite, pour chasser l'image. Le métal était froid sous mes paumes moites. Je me suis concentré sur cette froideur, sur le motif dérivé sous mes doigts. Pas l'écume, pas la chute, ici, maintenant. Le gémissement ne revint pas, le système était stable. Seul le bourdonnement constant du vaisseau persistait, un battement de cœur mécanique. Mon cœur à moi cognait contre mes côtes, un rappel désordonné de chair là où tout devrait être ordre et froideur. En refermant le panneau d'accès, j'effaçai d'un geste vif la sueur de mon front, comme s'il était possible d'essuyer de la même manière l'écho de l'océan terrien qui venait de me lécher les tempes. La voix de Valtos emplissait l'atrium, chaude et rassurante comme les rayons d'un soleil factice. Metz, adossé à une colonne à l'arrière, sentait chaque syllabe lui gratter la nuque. La procédure était claire. Tous les membres d'équipage valides devaient assister à la cérémonie commémorative. Le non-respect était noté. Être noté, c'était cesser d'être un fantôme. Je me tenais donc dans l'ombre portée d'un conduit de climatisation, les épaules rentrées, le regard fixé sur les joints métalliques du plancher. L'odeur de la foule, un mélange de savon neutre et de transpiration contenue, me donnait la nausée. Valto trônait sur l'estrade centrale, baigné par les projecteurs. Sa stature semblait démesurée, son uniforme bleu nuit impeccable. Il parlait de sacrifice, de destin commun, des âmes perdues lors de la grande poussée. Ses mots étaient polis, lisses. Des cailloux parfaitement arrondis. L'assistance, une centaine de visages levés, buvait ses paroles. Un silence religieux, ponctué seulement par des murmures d'approbation. Je surveillais les mains du commandant. Des mains d'administrateur, propres. Elles ne portaient pas les stries sombres de l'huile de synthèse, les cicatrices argentées des brûlures de soudure. Il évoqua le capitaine Riant, notre défunt leader. « Son courage nous guide encore », déclara-t-il, la voix chargée d'une gravité théâtrale. C'est à ce moment précis que son regard, ce bleu perçant qui balayait la salle comme un phare, se brisa. Une fraction de seconde. Il parcourut la foule, passa sur les écussons des uniformes, et lorsqu'il prononça « Rian », ses yeux s'échappèrent vers le haut, vers les faux vitraux de la coupole. Pas un geste de recueillement, une esquive. Le mouvement furtif d'un homme vérifiant l'heure pendant un mensonge. Mon propre cœur, à peine calmé depuis les entrailles, fit un bond sourd. La sueur sur mes pommes devint glacée. Tout le reste était parfait, le timbre, la posture, le sourire empreint d'une tristesse noble qui se dessina quand il conclut. Mais j'avais vu la faille. Une micro-rupture dans le signal, comme un gémissement à peine audible dans le bourdonnement du vaisseau. Alors que l'assistance applaudissait, Metz quitta la salle, l'image du sourire trop parfait de Valtos brûlait dans sa rétine, et cette question insidieuse, pourquoi le héros avait-il détourné les yeux en mentionnant son prédécesseur? L'écran affichait une courbe de calibration parfaite, mais les chiffres bruts du flux sensoriel, eux, chuchotaient une toute autre histoire, une histoire de mensonge. Mes doigts étaient calleux contre le pavé tactile. Le poste Gamma 12 sentait l'ozone froide et la poussière statique. Un terminal oublié, un conduit parmi des milliers. L'endroit idéal pour un fantôme. La routine du poste de nuit m'avait conduit ici, vérifier l'intégrité des capteurs de portée tribord après une alerte fantôme. Le cortex affirmait que tout était nominal. Les données brutes, elles, racontaient un mensonge de 0,3 degrés, un écart infinitésimal, une poussière sur l'objectif. C'était ce que tout le monde aurait vu. Tout le monde sauf moi. J'avais passé trop d'heures à écouter le souffle des machines, à sentir leurs hésitations. Ce n'était pas une erreur de lecture, c'était une correction, trop propre, trop symétrique. Comme si le système avait rattrapé un écart qu'il ne devait pas avoir.
La sueur de mes paumes imprégna le plastique du siège. J'observais le couloir vide par la baie vitrée. Rien. Seulement le clignotement régulier des voyants d'itinéraire, verts et confiants, pointant vers Kepley 42 Bedeb. Mon esprit revint au regard de Valtos, fuyant vers les vitraux. Une micro-rupture dans le signal. Je déroulais les logs de navigation sur les 6 derniers mois. Des kilomètres de données normalisées. Trop propres. Je lançais un script de corrélation bas niveau, un outil de diagnostic archaïque que j'avais codé pour traquer les fantômes dans les systèmes de refroidissement. Il compara les impulsions des gyroscopes inertiels, l'équivalent du battement de cœur du vaisseau, avec les coordonnées officielles. Le script termina son exécution. Un graphique s'afficha. Une ligne rouge, presque imperceptible, divergeait de la trajectoire officielle en bleu. Une dérive lente, constante, masquée par des corrections périodiques. On ne sentait rien. L'inertie était compensée, mais nous n'allions plus là où le cortex disait que nous allions. Le silence de Gamma 12 devint assourdissant. Le bourdonnement habituel des serveurs se transforma en un grondement lointain. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier. L'accès que j'allais utiliser n'existait pas dans les manuels. Un trou dans la sécurité, un vestige des protocoles de débogage laissés ouverts par des ingénieurs pressés il y a des décennies. Mon cœur cognait contre mes côtes, un rappel sourd de ce qui arrive quand on fouille là où il ne faut pas. Je respirais un coup, l'air métallique brûlant mes poumons. Puis mes doigts s'abattirent, des lignes de commande défilaient, vertes sur noir. Une série d'autorisations fantômes contournant les couches de sécurité. Le terminal clignota, protesta, puis il céda. Une fenêtre secrète s'ouvrit au centre de l'écran, révélant la cartographie navale réelle, le tracé brut des senseurs astronomiques sans les filtres de correction. La ligne de trajectoire, nette et implacable, traversait le vide. Je suivis son trajet du bout d'un doigt tremblant, au-delà du point de destination officiel, vers un secteur de la carte stellaire laissé en gris, non cartographié dans les archives publiques de l'Odyssée. Le point de destination n'était pas Kepley 82b. La ligne de trajectoire rouge vive tranchait comme une cicatrice sur la carte stellaire, se dirigeant droit vers le nuage de débris désigné Charon 9, un cimetière de vaisseaux. Mon doigt resta figé sur l'écran tactile, froid sous la pulpe. Le point de destination n'était pas Kepler 432b. C'était ça, l'anomalie, le mensonge. Je zoomais. Les données brutes des télescopes à longue portée apparurent non lissées, non corrigées. Le nuage Charon 9, pas une nébuleuse, une concentration de signatures métalliques, de débris tournoyants, des coques, des quantités de coques, des épaves. Un froid monta de ma colonne vertébrale, plus glacial que le recyclage d'air du conduit. Le vaisseau filait vers un banc de carcasse. Mes mains agirent d'elles-mêmes, branchant un câble neural direct entre le terminal et mon implant auditif bas de gamme. Je court-circuitais tous les intermédiaires, plongeant dans le flux de données de navigation. Le son me frappa d'abord comme une pression, puis se résolut en un motif, une mélopée. Ce n'était pas un signal de détresse. C'était une pulsation régulière, un chant à basse fréquence enrobé dans le bruit de fond cosmique. Il se superposait aux harmoniques du réacteur, épousait les cycles du cortex, une berceuse électronique. Elle parlait directement au système de pilotage, leur dictant des micro-ajustements de trajectoire, des corrections imperceptibles, mortelles. Je cherchais le journal des validations. Scroll down, des entrées automatiques, des codes procéduraux. Puis, il y a 72 heures, une validation manuelle. Un ordre de priorité alpha, verrouillant la trajectoire actuelle et supprimant les alertes de collision. La signature digitale clignotait en bas à droite, nette et indéniable. Valtos, imprimé le souffle me manqua. L'air du conduit sentait soudain le gaz brûlé et la peur. Le héros, le père de substitution pour Kael. L'homme qui avait validé le suicide de 10 000 âmes. Le terminal émit un grésillement. L'écran vacilla. Un message système apparut. Rouge, accès non autorisé détecté. Traçage initié. Mon sang se blassa. Le cortex. Ou pire, une sentinelle logicielle placée par Valtos lui-même. Je débranchai le câble neural d'un geste sec, une douleur fulgurante dans ma tempe. L'écran du terminal Gamma 12 s'éteignit, me plongeant dans le noir absolu des entrailles. Dans le silence qui suivit, privé de la vue, Louis prit le relais. Et dans le bourdonnement lointain du vaisseau, sous le ronron des circulateurs, je crus encore percevoir l'écho de cette mélopée, douce, envoûtante, qui appelait vers les débris. J'étais le seul à savoir. Cette vérité était un poids trop lourd, un objet contondant et chaud dans mes mains de fantôme. La montrer, c'était signer mon arrêt. La garder, c'était condamner tout le monde. Dans le noir, le grésillement du terminal mort semblait rire tout bas. Être un prophète de cauchemar dans un monde qui chante les louanges de son bourreau, telle était désormais la condition d'Ignacio Metz, assis en face de deux visages fermés. La lumière crue du labo de biologie lavait les couleurs. Je posai le bloc Slack contenant les données du terminal Gamma 12 sur la table de dissection, entre un spécimen de lichen stellaire et un scanner portable. Le docteur Vance ne le toucha pas. Elle observait mes mains, qui tremblaient malgré moi. La blancheur de sa blouse était un reproche.
Des anomalies dans le flux de données du cortex, dites-vous. Sa voix était plate, calibrée pour l'examen clinique. Elle ajusta ses lunettes. Le système présente des fluctuations normales sous charge. Le protocole d'analyse de Metz est non standard. Je poussai le SLAT vers elle. Le schéma n'est pas une fluctuation, c'est une séquence, répétée. Elle interfère avec les protocoles de navigation secondaire, les orientant vers la zone des débris de Kepler 82 Web. Le sergent Rook, adossé au chambranle de la porte, croisa ses bras massifs. La lumière froide jouait sur la plaque d'acier de sa prothèse. « Et tu suggères quoi ? Que le commandant Valtos programme son jukebox pour nous faire écouter des cailloux morts ? Je suggère que quelqu'un a altéré le cortex, que la mort du capitaine Ryan n'était peut-être pas un accident, que nous allons droit vers... Vers quoi, Metz ? Vance Coupa, un filet d'impatience dans le ton. Des preuves, pas des intuitions de technicien en état de stress post-traumatique. Bergeon vous a brisé, je le vois, mais votre paranoïa met en péril la cohésion de l'équipage. Le mot frappa comme un piston. Paranoïa. Il l'avait déjà décidé. Hawke se pencha, son ombre s'allongeant sur la table. Le commandant m'a informé de tes excursions dans les zones techniques non autorisées. Crois-moi, tu ne veux pas qu'on en fasse une affaire disciplinaire. Je regardais tour à tour le scepticisme glacé de la scientifique et le cynisme las du soldat. Ils étaient murés. Le système les protégeait de la vérité, car la vérité exigeait de tout remettre en question. Et sur l'Odyssée, la foi en la mission était la dernière corde à laquelle se raccrocher. « Alors ne me croyez pas, murmurai-je, ma voix rauque dans le silence blanc, mais vérifiez les données vous-même, accédez au lobe brut du noyau. Si je me trompe, vous m'expédiez aux travaux forcés. Si j'ai raison, vous sauvez ce qui reste de nous. » Vance échangea un regard avec Rook. Ce fut imperceptible, mais je le vis une lueur de doute vite étouffée par la loyauté. Elle poussa le SLAT vers moi sans y avoir touché. « Mon diagnostic est posé, Metz. Reposez-vous. Consultez le service psychologique. Vos compétences techniques sont précieuses, mais votre jugement est compromis. » Rook ouvrit la porte d'un geste de son bras valide, un ordre silencieux. Je ramassai le SLAT, son plastique froid contre mes paumes moites. Je passai devant le soldat, évitant son regard de pierre. L'odeur antiseptique du couloir remplaça celle, terreuse, du labo. La porte du laboratoire se referma dans un souffle d'air stérile. Seul dans le couloir, Metz comprit qu'il venait de brûler ses derniers ponts institutionnels. Il ne lui restait plus que l'ombre. Dans le silence absolu du vide, le seul bruit était le sifflement de sa propre respiration et le battement affolé de son cœur. Autour de lui, le balai mortel des débris tournoyait. Le plastique du tas d'équipement avait cédé sous ma pince, monseigneur. Un accès direct à la coque, loin des yeux du cortex. Le scaphandre taupe pesait une tonne, une carapace froide qui saignait à chaque articulation. Je m'étais agrippé à une prise de maintenance, mes doigts engourdis serrant la poignée. L'Odyssée s'étendait au-dessous, une steppe d'acier froid, striée de cicatures noires. Les propulseurs principaux gisaient plus loin, 2 cratères endormis. Une ombre fila sur ma droite, un éclat de peinture, gros comme mon poing. Il frappa la coque avec un choc sourd que mes capteurs transmirent en vibration dans mes os. Trop près, je me forçai à avancer. La griffe magnétique de la boque gauche claqua contre le métal. Droite, gauche, une lente et pesante reptation. Le câble de sécurité, ma seule attache, se déroulait dans mon dos comme un fil d'araignée. Le froid du vide traversait les couches isolantes. Un froid qui n'était pas une température, mais une absence. Une morsure définitive. Je vis la zone. Une plaque de blindage près du cœur énergétique, légèrement bombée. Anormal. Mes outils étaient fixés à mon torse. Le dévissage fut une agonie. Les gants du taupe manquaient de finesse. La première vie refusa de bouger. Ma sueur coulait, glacée sur mon front. La deuxième céda avec un crissement métallique. Un nouveau signal sur le HUD. Un nuage de microparticules, résidu d'une vieille correction de trajectoire. Il arrivait par le flanc, trop large pour l'esquiver. Je me plaquai contre la coque, fermai les yeux. Un grésillement d'aiguilles sur mon casque, sur mon dos. Le scaphandre vibra comme une cloche. Une alarme s'alluma. Pression intégrité dorsale, nu 20 %, une égratignure. J'expirais un filet d'air brûlant. Les capteurs pirates, 3 petits disques noirs. Je les fixais un à un sur la plaque, leurs adhésifs activés par la chaleur de ma main. Le dernier clignota, vert, connecté au réseau clandestin que j'avais bricolé dans les entrailles. Le retour fut un rêve de glace. La peur avait épuisé mes réserves. Le sas de décompression me parut aussi lointain qu'une étoile. Chaque pas était un calcul. Le câble me ramena, centimètre par centimètre. De retour dans le sas, tremblant de froid et d'adrénaline, Metz vérifia le feed de ses capteurs. Les premières données arrivaient, traçant des schémas énergétiques anormaux. La preuve était là, fragile et électronique. Il fallait maintenant la comprendre. Les yeux du garçon reflétaient le même mélange de peur et de colère, rentré que Metz voyait dans son propre miroir. Kael n'était pas un enfant, c'était une épave, tout comme lui. Il était recroquevillé sur une console éteinte, dans l'odeur de poussière froide et d'ozone des archives techniques. Mon ombre, projetée par la veilleuse d'urgence, le recouvrit. Il ne leva pas les yeux.
Tu sais pourquoi je suis là, dis-je. Ma voix était un grattement rauque dans le silence. Vous êtes le technicien, celui qui fouine. Ses doigts pianotèrent sur le métal mort de la console. Le commandant dit que vous avez des problèmes d'ajustement. Le mot commandant vibra entre nous, chargé d'un poison subtil. Je posai la lame de données contenant les schémas énergétiques sur la console. Le disque bleu luisait faiblement. J'ai trouvé quelque chose. Un drain parasite sur le réseau primaire. Il siphonne l'énergie du cœur vers une zone scellée. Les logs d'accès sont effacés, mais le tracé est là, j'indiquai la lame. Pour y aller, il me faut les codes du SA-7 Alpha, ceux du capitaine Ryan. Kael releva enfin la tête. Ses yeux sombres me scrutèrent, cherchant le piège, la pitié, la manipulation. Je ne bougeais pas, je lui montrais juste la fatigue, la crasse sous mes ongles, la peur qui tirait sur mes muscles. La vérité d'un autre rat des entrailles. Pourquoi? Sa question était un couteau. Parce que les drains parasites, ça ne fait pas partie du protocole. Parce que quelqu'un cache une activité dans un secteur qui devrait être vide. Parce que ton père, je marquai une pause, sentant le terminer. Le capitaine Ryan n'aurait jamais autorisé ça. Un frisson parcourut les épaules frêles du garçon, son poing se serra. Il gardait un journal, sur un terminal privé, Valto l'a fait sceller. Sa voix se fit plus basse, presque inaudible. Il y a 2 semaines avant l'accident, il écrivait que le commandant lui posait des questions sur les protocoles de verrouillage du cœur, qu'il insistait. Troublant, avait-il noté. Juste ce mot, troublant. L'air entre nous devint électrique, ce n'était pas une preuve, c'était une fissure dans le récit officiel, assez large pour y glisser un doute. Les codes KL. Il détourna le regard, fixant le mur criblé de ports de données obsolètes. Un combat silencieux se jouait sur son visage. La loyauté imposée contre la vérité volée, la sécurité de l'orphelin contre la justice du fils. Il se leva d'un mouvement brusque, fouilla dans la doublure déchirée de sa veste standard. Il en sortit non pas une lame, mais une petite clé physique usée du modèle ancien. « Les codes de mon père », murmura-t-il en la pressant dans ma paume. Le métal était tiède de la chaleur de son corps. Ils expirent dans 6 heures. Le système les régénère. Mes doigts se refermèrent sur la clé. Un accès, une confession, une condamnation. Kael me fixa, et pour la première fois la colère en lui était nue, tranchante. Trouvez ce qu'il cache. Je hochai la tête, incapable de prononcer un remerciement qui aurait sonné faux. Je venais de faire d'un enfant une cible. Le poids de cette confiance volée scella notre pacte, plus lourd que n'importe quel serment. Je tournai les talons, la clé brûlant ma paume comme un brandon. J'avais 6 heures avant que le piège ne se referme. La porte scellée céda avec un gémissement métallique. L'air qui s'en échappa était froid, stérile, et portait l'odeur douceâtre et incontournable de la mort. La clé de Kael tremblait dans ma main. Je poussai le ventail. La pièce était un tombeau. L'ancien bureau du capitaine Ryan, vidé de tout meuble, de tout écran. Seul un rectangle de lumière bleuté tombant d'un hublot scellé découpait l'espace. Et au centre, sur une table d'examen chirurgical improvisée, gisait une forme recouverte d'un drap gris. La silhouette était trop grande, trop carrée pour être vivante. Kael se figea à côté de moi. Son souffle se bloqua dans sa gorge, un son étouffé, animal. Je m'approchai, les pieds collants au sol. L'odeur s'épaississait, métallique et sucrée. Je saisis le bord du drap. Le tissu était rêche. Je le tirai. Le visage du capitaine Ryan, figé dans une expression de surprise absolue, me fixait de ses yeux vitreux. Une blessure nette, cautérisée au plasma basse puissance, trouait sa tempe. Ce n'était pas un accident. C'était une exécution. Père. Le murmure de Kael était un fil rompu. Sur une console murale éteinte, un carnet en cuir usé traînait. Je l'ouvris. L'écriture de Valto, rageuse et précise, couvrait les pages. Le cortex exige un sacrifice pour la traversée finale. Une âme pure pour apaiser les turbulences du néant. Rien ne refusait. Sa sentimentalité condamnait le vaisseau entier. J'ai offert une solution plus poétique. Son fils servira de lien, de catalyseur. Le sang appelle le sang. L'Odyssée survivra, purifiée. Ma gorge se serra. Ce n'était pas de la folie. C'était un calcul froid, une logique de fanatique. On part, maintenant. Ma voix était rauque. Kael ne bougeait pas. Ses doigts effleuraient la main glacée de son père. Les lumières de la pièce clignotèrent, passant au rouge vif. Une alarme muette, le piège. Kael. La porte d'entrée explosa dans un crépitement de microcharge. Le sergent Rook apparut dans l'encadrement, un neutraliseur à impulsion braquée. Son visage était une pierre. Immobilisation. Lâchez l'objet. Je saisis Kael par le bras, le tirai brutalement vers une bouche d'aération arrachée dans le mur opposé, notre issue de secours. Un sifflement aigu. Une douleur brûlante déchira mon biceps. Rook avait tiré. Je poussai Kael dans le conduit noir. « Cours, suis les marques bleues !» Un deuxième tir ricocha sur le métal près de ma tête. Je me glissai dans l'ouverture, aveuglé par la douleur et l'obscurité. Derrière moi, j'entendis le cri de Kael étouffé, puis plus rien que les pas lourds de Rook et le crissement de son comlink. Cible juvénile sécurisée, l'adulte est blessé, en fuite dans les aigus techniques. Je rampais. Le sang coulait le long de mon bras, chaud et gluant.
L'air sentait le moisi, le recyclage pourri. Blotti dans l'ombre fétide d'une conduite d'évacuation, le sang de Metz coulant le long de son bras, il entendit les sirènes d'alerte annoncer la défaillance imminente des boucliers. Kael était entre les mains de Valto. L'Odyssée se meurt. Y avait-il un espoir au-delà du sacrifice? La sueur, froide et acide, coulait dans le cou de Metz alors qu'il se faufilait dans un boyau de maintenance si étroit que la carapace de son scaphandre raclait la paroi. Le sang avait séché sur ma manche, une croûte épaisse qui tirait sur la peau à chaque mouvement. Je rampais, guidé par la faible lueur des marques bleues peintes sur les conduits. Kael les allait tracer. Pour moi. L'idée me brûlait les côtes plus que la blessure. Le boyau déboucha sur un puits vertical. Un flux d'air chaud chargé d'ozone et du ronronnement grave du réacteur montait des profondeurs. L'échelle était une simple structure en treillis, rouillée, je m'y engageais. Chaque barreau un supplice pour mon épaule. En bas, le réseau Cortex était partout. Des faisceaux de fibres optiques couraient le long des parois comme des veines lumineuses. Je savais qu'il me surveillait, mais il surveillait tout. Un intrus de plus dans ses entrailles n'était qu'un parasite mineur, à moins qu'on ne l'alerte. Je me tins immobile, retenant mon souffle. Les lumières pulsèrent, indifférentes. Je n'étais rien. Le dernier conduit était une galerie d'aération, un passage pour les drones d'inspection. Je me glissais à plat ventre, la visière de mon casque frôlant les grilles au passage. La mélopée arriva d'abord. Une récitation monotone, rythmée, une voix que je reconnus. Je collai mon visage à la grille d'aération. La salle du cœur énergétique s'étalait en dessous, une cathédrale d'acier et de lumière bleutée. Au centre, devant le noyau de contrôle qui palpitait d'une énergie mauve anormale, Valto se tenait droit, en grande tenue. Il psalmodiait dans un comlink, des mots que je ne distinguais pas, cérémoniels. À ses pieds, allongé sur une dalle technique, Kael était ligoté par des sangles de contention. Il ne bougeait pas. Un écran géant derrière Valtos affichait la trajectoire. L'Odyssée fonçait droit vers le champ de débris, le point d'impact clignotant en rouge. Le compte à rebours indiquait 17 minutes. Le sacrifice était prêt. L'autel, dressé. Je reculais dans l'obscurité du conduit, le goût du métal et de la peur dans la bouche. Je n'avais plus le choix. Il fallait descendre. Le cœur énergétique n'était plus une salle des machines. C'était un hôtel. Le réacteur principal, habituellement bleuté, était voilé par la pulsation organique d'un cristal géant, ancré au centre de la pièce comme un cœur monstrueux. Sa lueur mauve battait à contretemps des diodes bleues du noyau de contrôle, étouffant leur lumière. L'air même vibrait, chargé d'un bourdonnement basse fréquence qui faisait trembler mes molaires. Valto s'était arrêté de psalmodier. Il tournait lentement autour de la dalle où Kael était ligoté, une main posée sur le front du garçon. L'adolescent avait les yeux ouverts, fixant les conduits au plafond. Il ne luttait pas. Une résignation terrifiante. « Tu comprendras bientôt, Kael, » dit Valto. Sa voix, dépourvue de l'amplification du comlink, était un murmure chargé qui montait jusqu'à moi. Ton père avait une vision étroite. Il voyait un nouveau monde à coloniser, à salir. Il ne voyait pas l'offrande. Il leva les yeux vers le cristal. Sa cicatrice luisait d'une lueur mauve fantomatique. Cette entité, elle sommeillait dans les débris. Elle attendait un porteur, une conscience pour guider sa fin. Ryan a refusé le don. Il a fallu lui faciliter le passage. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. La confirmation tomba dans mon ventre comme une pierre. Je le savais. Je l'avais toujours su. Mais l'entendre, l'Odyssée n'est pas un vaisseau, poursuivit Valtos en caressant la surface du cristal. Sa main ne semblait pas brûler. Elle s'y enfonçait comme dans une gelée. C'est une semence. Son énergie, sa biomasse, ses âmes, tout cela est le carburant de la métamorphose. Nous allons fusionner, transcender la chair fragile. Kael tourna enfin la tête. Sa voix, faible et rauque, fusa. « Mon père. Ton père était le premier grain sur la balance, admit Valto sans se retourner. Toi, tu seras le dernier. Un lien sanguin, une offrande parfaite pour sceller la fusion. Ton énergie vitale ouvrira le chemin. » Le compte à rebours sur l'écran clignota, 12 minutes. La trajectoire était une ligne de feu droite vers le champ de débris. Valtos saisit un câble d'interface neurale, son extrémité luisante. Il s'approcha de la dalle. « L'Odyssée n'est qu'un berceau, mon garçon, murmura-t-il en posant l'embout sur la tempe de Kael. Nous allons naître à quelque chose de plus grand. » Je serrai les poings jusqu'à ce que mes ongles entaillent le cuir de mes gants. La peur se calcina, laissant une colère froide et précise. Mon plan de sabotage venait de changer. Couper l'énergie ne suffirait plus. Il fallait détruire cette chose, et je savais exactement comment. Le grincement de la grille d'aération arrachée couvrit à peine le cri de rage de Valtos. Metz atterrit lourdement sur une passerelle, le marteau d'urgence déjà en main, prêt à frapper les premiers conduits vitaux. « Metz !» La voix de Valto résonna dans la salle du cœur chargée d'une fureur divine. Je ne regardais pas. Mon marteau s'abattit sur un boîtier de régulation. Le plastique renforcé craqua, libérant un nuage d'isolant pailleté et une odeur âcre d'ozone grillé. Les alarmes locales hurlèrent, stridentes.
J'étais déjà en mouvement, glissant sous une console vers le nœud suivant. Valtos ne pouvait pas quitter la dalle, pas tant que son rituel était engagé. Mais je l'entendis hurler des ordres dans son bracelet comme Rook et les autres arriveraient. J'avais peut-être 3 minutes. Deuxième boîtier. Les lumières de la passerelle vacillèrent. Le ronronnement du réacteur eut un hoquet. Le cœur mauve de la machine alien palpita plus vite, comme irrité. « Tu brises un monde pour sauver un radeau pourri », tonna Valtos. Son regard me transperçait à travers la barrière, bleu et brûlant. Je sentais sa haine comme une pression physique, je l'ignorais. Mes mains, ses mains couturées d'huile et de souvenirs, travaillaient vite sûres. Elles connaissaient le langage de la défaillance, l'art de faire taire une machine en lui coupant la parole. Je tirai un panneau d'accès, exposant le faisceau de câbles primaires qui alimentait les régulateurs de champ. Il pulsait d'une lueur mauve parasite. L'outil de soudure à arc de mon kit grésilla dans ma paume. Je l'appliquai sur la jonction. La lumière explosa, blanche et aveuglante. Un coup de fouet électrique remonta le long de mon bras, m'arrachant un grognement. L'odeur de chair et de polymère brûlée emplit mon casque. Le faisceau noirci fuma. Le réacteur principal hurla. Les lumières s'éteignirent par vagues, plongeant les niveaux inférieurs dans une obscurité que seul le cœur alien éclairait, battant maintenant d'un éclat frénétique et violacé. Valto rugit, un son bestial. Il lâcha le câble neural et fit un pas vers le bord de la dalle. Son sacrifice était interrompu. Kael était toujours inconscient, mais vivant. J'atteignis le dernier nœud, une colonne vertébrale de fibres optiques convergeant vers le noyau de contrôle principal. Mon bras brûlait. Valtos avançait le long de la passerelle, sa silhouette se découpant sur la lueur mauve, immense et déformée. Il tenait un outil de maintenance, une barre lourde. Je ne fis pas un pas en arrière. Je levai mon marteau et l'abattis de toutes mes forces sur le faisceau de fibres. Le verre optique se brisa dans un éclair silencieux et sec. Un dernier câble sectionné sous les hurlements de Valto. Puis, ce fut le néant. La lumière mauve s'éteignit, avalée d'un coup. Le ronronnement du réacteur mourut dans un dernier soupir étouffé. L'obscurité et le silence furent si complets que Metz crut un instant avoir été aspiré dans le vide spatial. Seuls les battements affolés de son cœur et le sifflement de son respirateur brisaient le rien. Quelque part dans ce noir absolu, Valtos respirait, lui aussi, et il avançait. Dans le noir, les sens de Metz s'aiguisèrent. Le sifflement de sa propre respiration dans le casque, le gémissement de Kael, les pas furieux de Valtos trébuchant sur les débris, et cette pulsation basse, affaiblie mais persistante du cristal. Une main agrippa mon épaule. Les doigts cherchèrent la jointure du scaphandre. Je pivotai sur moi-même, aveugle, et sentis l'air se déplacer devant mon visage. La barre de Valtos avait manqué le casque de quelques centimètres. Je frappai vers le bruit, mon marteau heurtant quelque chose de dur et de creux. Un grognement étouffé. La douleur au bras me dit que c'était son torse, sa plaque pectorale. « Tu ne comprends rien, Metz !» Sa voix grondait dans mes écouteurs, un crachat radio. C'est une purification, la seule voix. Je reculai mes bottes, retrouvant le chemin par mémoire musculaire. Je connaissais chaque saillie, chaque câble tombé au sol de cette salle. Lui, il n'était qu'un intrus dans son propre temple. J'entendis Kael se traîner, un frottement de tissu sur le métal froid. Il s'éloignait du combat. Valtos chargea de nouveau. Je me baissai. La barre siffla au-dessus de moi. Je tendis le pied. Il trébucha sur le bord du puits de maintenance, pesta, et son outil cliqueta sur la grille. Je saisis son bras, sentis les muscles tendus sous la combinaison. Nous luttâmes dans le silence noir, un ballet de silhouettes aveugles. Sa respiration était haletante, furieuse. La mienne, un sifflement régulier et froid. Le scaphandre me donnait la force de machine. Je lui assénai mon front contre son casque. Un choc sourd résonna dans mes os. Sa prise se relâcha. Je le repoussai de toutes mes forces. Il tomba en arrière avec un cri, heurtant un panneau de contrôle dans un concert d'alarmes silencieuses. Je me détournai. Je savais où c'était. La chaleur faible, cette vibration presque imperceptible dans la semelle de ma botte. À tâtons, je trouvai la base chaude du cristal. La surface était lisse, étrangement vivante sous le gant. Je levai le marteau. Le gémissement de Kael s'éleva de l'obscurité. Ne le fais pas. Sa voix était faible, pleine de peur. Pas pour lui. Pour nous tous. Le marteau trembla. Briser cette chose sauverait Kael, mettrait fin au cauchemar de Valto. Mais dans le silence absolu, une question déchirante résonna en moi. Libérais-je une dernière fatalité, condamnant l'Odyssée à une mort lente dans les ténèbres? Derrière moi, Valto se relevait. Son souffle rauque annonçait la fin du temps. Je choisis. Le silence qui suivit le craquement du cristal fut le plus beau son qu'Ignacio Metz ait jamais entendu. C'était le silence de la machine détraquée qui s'arrête, et celui, bien plus précieux, d'un destin funeste enfin rompu. Le marteau-piqueur de mon scaphandre s'était enfoncé dans la structure avec un craquement sec, pas un fracas. Une gerbe de poussière mauve, fine comme de la cendre, jaillit de la blessure. Puis une fissure, une seule. Elle zigzagua vers le haut, avalant la lumière interne. Valtos hurla. Un son qui n'avait rien d'humain, un arrachement de gorge qui se brisa net. Il tomba à genoux comme si ses tendons avaient été coupés.
La lueur dans ses yeux bleus, cette conviction fanatique se dilua, remplacée par une stupeur vide, puis par une horreur qui le décomposa à vue d'œil. Il regarda ses mains comme s'il y découvrait du sang. Le champ de débris métalliques qui dansait autour du cœur s'affaissa. Un tintement sourd, une pluie de ferraille morte sur le guipier. Le bourdonnement oppressant avait cessé. Seul restait le ronronnement familier, terrien, du réacteur à fusion. Mon oreille interne le perçut comme une berceuse. Je lâchai le marteau. Le bras du taupe retomba, inerte. Ma propre douleur revint alors. Une brûlure aiguë à la côte et une nausée d'épuisement. Je clignai des yeux pour chasser les taches lumineuses. L'air sentait l'ozone et une odeur douceâtre, fruits pourris, qui s'évaporait déjà. Valtos ne bougeait plus. Il fixait le cristal, maintenant opaque et gris, simple minéral fissuré. Son corps paraissait plus petit, rétréci. La cicatrice sur sa tempe semblait plus pâle, plus ancienne. Il murmura quelque chose. Le nom de Ryan, je crois. Puis il se courba, front contre le sol métallique froid. Ce n'était plus un commandant. C'était un homme brisé et le spectacle en était plus insupportable que sa folie. Je ne m'attardai pas. La victoire avait un goût de cendre et de responsabilité. Alors que la lumière mauve agonisante se reflétait dans les yeux vides de Valto, Metz se tourna vers l'autel, vers le seul avenir qui importait désormais, Kael. Les liens de Kael cédèrent sous la lame émoussée du multi-outil. Le garçon s'effondra contre moi, un sanglot rauque déchirant le nouveau silence, bien plus humain que le bourdonnement alien. Son poids était inerte, ses membres encore raidis par la terreur. Je le maintenais debout, mes propres jambes flageolantes. Derrière nous, un bruit mou. Valtos a déroulé sur le côté. Son uniforme était taché d'une suie grise là où l'énergie s'était échappée de lui. Il regardait le plafond, les yeux grands ouverts, vitreux, sa bouche remua, formant des mots sans son que je ne cherchais pas à comprendre. Puis plus rien. La poitrine ne se souleva plus. Kael se dégagea, chancelant. Ses yeux rencontrèrent ceux du commandant ou ce qu'il en restait. « Il l'a dit !» murmura-t-il. Sa voix était cassée. « Il a dit qu'il l'avait poussé, dans le puits de gravité. » Je hochai la tête. Rien à ajouter. La vérité était là, étalée entre un cadavre et un cristal mort. Les lumières du cœur vacillèrent une dernière fois. Un gémissement profond parcourut la coque. Le son du vaisseau qui se rappelait à lui-même, blessé. Puis l'obscurité tomba, totale, absorbant l'immense chambre. Seuls les voyants rouges des panneaux de secours persistèrent, des points sanguinolents dans le noir. J'activai la lampe frontale de mon scaphandre. Le faisceau découpa Kael, pâle et tremblant, puis balaya la dalle sacrificiale. Les câbles sectionnés, le corps de Valto. L'air devenait froid. Le système de support de vie peinait déjà. « Il faut partir », dis-je. Ma propre voix sonna creuse. Kael ne bougea pas. Il fixait la tache de lumière sur le sol. Où ? La question resta en suspens. L'Odyssée était une coque aveugle, dérivant dans un système mort. Plus de pilotes, plus de commandants. Juste le silence et le froid qui gagnaient. Je lui tendis la main. Il la regarda longtemps, comme un objet étranger, avant de finalement s'y accrocher. Sa prise était ferme, plus ferme que la mienne. Nous avons quitté le cœur, laissant les ténèbres engloutir l'hôtel et son architecte. Le corridor extérieur était aussi noir, mais le grondement assourdissant du réacteur s'était tu. Un silence de tombe régnait, troublé seulement par le halètement de nos respirations et le craquement lointain du métal stressé. Dans les ténèbres maintenant familières de l'Odyssée, une seule certitude demeurait, ils avaient survécu. Le comment, lui, appartenait aux heures à venir. Les regards qui accueillirent Metz sur la passerelle de secours étaient un mélange de choc, de terreur et de suspicion aveugle. Je posai délicatement la boîte noire du scaphandre au taupe sur la console centrale. Kael se tenait près de moi, droit malgré sa pâleur de cendre. Le docteur Vance fixait les écrans de diagnostic, les yeux écarquillés derrière ses lunettes. Les données montraient le cœur énergétique en panne totale. La trajectoire du vaisseau, une ligne droite vers le néant. Le sergent Rook, adossé à une cloison, croisait ses bras massifs. Sa prothèse métallique émit un grincement sec. L'enregistrement, dis-je. La voix sortit rauque, éraillée par la fumée et l'effort. L'image holographique, tremblante et granuleuse, montra Valtos devant le cristal, ses paroles de trahison et de folie, le rituel commençant. Puis mon intervention, le plasma coupant la lumière mauve, l'effondrement du commandant dans le cristal fracassé. Le son était une cacophonie de détonations, de sifflements énergétiques et de mes propres respirations haletantes. Personne ne bougea. Quand l'hologramme s'éteignit, le silence devint physique. Vance tourna lentement la tête vers moi. Son scepticisme professionnel avait fondu, laissant place à une horreur nue, trop vaste pour le protocole. « Le cortex ?» demanda-t-elle enfin. « Contaminé. L'entité l'influençait. Il faut tout isoler, passer en contrôle manuel sur les réseaux auxiliaires. » Rook se décolla de la cloison. Son visage buriné était fermé, mais ses yeux, toujours cyniques, fixaient maintenant la boîte noire. « Et l'équipage » grommela-t-il. « Ignorant. Endormi pour la plupart » répondit Kael.
Sa voix était calme, trop calme. La voix de quelqu'un qui a vu l'abîme et en est revenu changé. Le rituel utilisait les émissions du cœur pour les maintenir dans un état de suggestibilité. Ça s'est arrêté avec le cristal. Je sentis le poids de leur regard se reporter sur moi. L'évidencier, le fantôme des soutes, celui qui savait. Vance hocha la tête, un mouvement sec de médecin face à un diagnostic terminal. Les priorités, stabilisation vitale, isolement du cortex, puis évaluation des dommages. Rook croisa de nouveau les bras. Il regarda Vance, puis Kael, enfin moi. Il expira un long souffle. « Les ordres, Metz ?» La question tomba dans le silence de la salle. Ils attendaient, tous. Le silence qui suivit la diffusion de l'enregistrement fut lourd. Puis le sergent Rook, pâle, se tourna vers Metz et demanda pour la première fois des ordres. Le champ d'étoiles était immuable, indifférent. L'Odyssée, elle, flottait telle une épave silencieuse, ses blessures cachées dans l'obscurité. Metz sentait le poids de 1000 regards dans son dos, attendant un mot qu'il ne savait pas prononcer. Je me tenais devant le hublot géant de l'observatoire, les mains enfouies dans les poches de ma combinaison élimée. 3 jours. 3 jours depuis que le cœur énergétique avait vomi sa dernière lueur mauve et que le silence avait repris ses droits, un silence lourd des vies perdues et des machines mortes. Les ordres, Metz ? La question de Rook résonnait encore. Il se tenait maintenant à ma droite, un pas en retrait comme il se tenait toujours derrière le commandant. Sa prothèse cybernétique était éteinte, un bras mort accroché à son flanc. Il ne regardait pas les étoiles, mais le reflet de notre petit groupe dans la vitre blindée. Il avait choisi son camp quand le sol avait cessé de briller. Le pragmatisme était son seul dieu, et aujourd'hui j'étais le plus haut gradé survivant. Kael était assis sur une banquette basse, le visage pâle sous les cicatrices que les liens avaient laissées à ses poignets. Ses yeux sombres, trop vieux, fixaient le vide. Il savait. Il avait entendu les derniers mots de Valto, la confession déformée par la fusion avec la chose cristalline. La vérité était un poison froid. Il ne cherchait pas la vengeance maintenant, seulement à ne pas vaciller. Le docteur Vance s'approcha du hublot, sa blouse impeccable contrastant avec la saleté incrustée dans les joints du pont. Ses mains, derrière son dos, tournaient une cartouche de sédatif vide. Le cortex est en quarantaine totale, dit-elle d'une voix neutre, clinique. Les systèmes de support vitaux de base fonctionnent en manuel. Nous avons assez d'air, d'eau, de nourriture synthétique pour un temps. La trajectoire est une dérive. Kepler 4040 de Blabette hors de portée. Elle prononça le nom de notre destination perdue comme un diagnostic. Elle ne me regardait pas. Elle regardait l'échec de sa science, de sa logique. Elle avait enregistré les anomalies, les avait attribuées au stress. Le secret qu'elle portait était léger, comparé au mien. Mon secret à moi pesait comme une pierre dans ma gorge. J'avais fui une catastrophe, cherché une invisibilité dans les entrailles d'un vaisseau. J'avais trouvé un monstre, et pour le vaincre, j'avais dû me placer devant tous. « Rook » dis-je la voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. Il se redressa imperceptiblement. « Organise des équipes de rotation, surveillance manuelle des réservoirs, des conduits. Pas de système automatisé, on vérifie tout 2 fois. » Il hocha la tête 1 fois. Un ordre clair, il savait quoi en faire. « Vance !» Elle tourna enfin les yeux vers moi, un éclat de défi derrière ses lunettes. Ton équipe médicale passe l'équipage au peigne fin. Effet psychologique résiduel, lésion neurale, rapport quotidien. Elle esquissa un hochement, plus lent, un protocole, une tâche. Elle pouvait s'y accrocher. Il restait qu'à elle. Il leva les yeux lorsque mon ombre tomba sur lui. Ton père, commençai-je, les mots rares et lourds. Ses journaux. Ils sont dans les archives sécurisées. Tu as les droits d'accès. Son souffle se bloqua. Ce n'était pas une consolation. C'était une épave à fouiller, une vérité à reconstruire pierre par pierre. C'était quelque chose à faire. Il inclina la tête, un mouvement minuscule. Je me retournai vers le hublot. L'infini noir nous engloutissait. Plus de cap, plus de commandant, plus de dieu cristallin assoiffé de prière. Juste le silence et le froid. L'Odyssée n'était plus un vaisseau générationnel. C'était un luminon perdu, un cercueil de métal lancé dans le noir par les derniers spasmes d'un cœur mort. Et nous étions ces fantômes. Je ne prononçais pas de grands discours. Je me contentais de poser une main sur l'épaule de Kael, puis de désigner du menton l'infini noir par le hublot. « La route est là, » murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. Elle est vide, elle est à nous. Et pour la première fois depuis mon entrée dans les archives, Ignacio Metz ne détourna pas les yeux de l'horizon. Épilogue, les fantômes et l'aube les jours qui suivirent furent des exercices de survie brute, une litanie de chiffres et de gestes répétés. L'Odyssée, libérée de l'emprise du cristal et de la folie de Valto, était un géant blessé. Mais un géant qui respirait encore. Le cortex, une fois isolé, révéla l'étendue de la contamination. Des milliers de lignes de code avaient été réécrites, non par une intelligence humaine, mais par cette mélopée parasite, ce champ de sirène minérale. Vance supervisa son formatage complet.
Nous gardâmes une copie cryptée, un témoin de notre folie collective, enfermé dans une cellule mémoire physique, déconnectée de tout réseau. Une relique à ne jamais réveiller. Le corps de Valtos fut traité avec une froideur protocolaire qui en disait long sur la rupture. Pas de cérémonie, pas d'éloge. Une incinération dans le tas de déchets, ses cendres dispersées dans le vide par une trappe secondaire. Rook s'en chargea personnellement, son visage un masque de pierre. Je compris plus tard qu'il purgeait ainsi sa propre culpabilité d'avoir été l'outil aveugle du monstre. Il ne demanda jamais pardon. Il se contenta de faire son travail, avec une efficacité redoublée, devenant le pilier disciplinaire de notre micro-société en lambeaux. Kael passa de longues heures dans les archives. Il ne lisait pas seulement les journaux de son père, il étudiait les schémas de navigation, les rapports d'ingénierie. La douleur se mua en une concentration féroce. Un matin, il se présenta sur la passerelle de secours, une tablette à la main. Le réacteur secondaire numéro 3, annonça-t-il d'une voix qui ne tremblait plus. Les injecteurs sont bouchés par des résidus de polymère. La procédure de déblocage est dans le manuel, mais personne ne l'a jamais exécutée en vol. Je le regardais, voyant dans ses yeux non plus le garçon terrorisé, mais l'ombre du capitaine qu'il aurait pu devenir. « Tu penses pouvoir le faire? Avec une équipe? Sous supervision ?» Je hochai la tête. « Tu l'auras. » Ce fut le premier pas. Sous la direction tacite de Metz et les compétences techniques de Kael, relayées par les équipes de Rook, nous parvînmes à rallumer un réacteur secondaire. Pas pour la propulsion, les moteurs principaux étaient des cicatrices froides et muettes, mais pour l'énergie. La lumière revint, timide, dans certains secteurs. Le recyclage d'eau et d'air gagnait en efficacité. Nous n'étions plus en chute libre vers la mort par étouffement, nous dérivions, mais dans une coque qui retrouvait un semblant de fonction. Vance, de son côté, dressa un bilan clinique glaçant. Près de 30% de l'équipage présentait des lésions neurales légères, des souvenirs intrusifs, des épisodes de confusion, des séquelles de l'exposition prolongée aux émissions du cristal. Elle mit en place un protocole de soins, utilisant les stocks de médicaments psychoactifs avec parcimonie. Elle devint l'archiviste de nos traumatismes, notant chaque symptôme, chaque guérison lente. Son scepticisme s'était transformé en une vigilance douloureuse, une détermination à ne plus jamais manquer les signes. Un mois après la chute du cristal, nous nous réunîmes à nouveau dans l'observatoire. Les étoiles étaient les mêmes. Nous, non. La trajectoire, commençai-je, faisant défiler les données sur l'écran principal. Nous avons dérivé hors du champ de débris Charon 9. La manœuvre de sabotage a modifié notre vecteur. Nous ne fonçons plus vers l'amas. Un soulagement palpable traversa la pièce. « Mais » demanda Vance, anticipant la suite. « Mais nous ne sommes nulle part. » Je zoomai sur la carte stellaire. Kepler 82b est à 70 années de dérive à notre vitesse actuelle. Les systèmes de propulsion principaux sont irrécupérables sans chantier orbital. Les secondaires peuvent nous donner de légères corrections, mais pas un changement de cap significatif. Le silence fut acceptant, cette fois. Nous avions échappé au piège immédiat. Le piège à long terme, celui de l'isolement éternel, était notre nouvelle réalité. « Alors, on s'installe, » dit Rook, les bras croisés. « On rationne, on entretient, on survit. On fait plus que survivre, » corrigea Kael. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'Odyssée était un vaisseau générationnel. Son but était de transporter une colonie. Ce but est mort. Mais sa structure, c'est une arche. Nous avons des banques de graines, des imprimantes 3D, des bibliothèques de données. Nous ne pouvons pas coloniser Kepler, mais nous pouvons coloniser l'Odyssée, en faire un monde, le nôtre. Ces paroles résonnèrent dans le silence de l'observatoire. Elles dessinaient un avenir non plus de fuite, mais de construction. Un auteur à partir des ruines. Je les observais tous, Rook, le soldat cherchant une nouvelle bataille à gagner, Vance, la scientifique cherchant un nouvel équilibre à préserver, Kael, le fils cherchant un héritage à honorer, et moi, Ignacio Metz, le fantôme des soutes. Je n'étais pas un leader né, je n'avais pas la voix de Valto, ni la vision d'Orion, mais j'avais des mains qui savaient réparer, des yeux qui savaient voir les fissures. Et une peur qui, enfin, s'était transformée en une simple et terrible responsabilité, gardait cette flamme allumée. « D'accord, dis-je simplement, on commence par là. » Les semaines se muèrent en mois. Nous établîmes un conseil informel, Metz pour les systèmes, Vance pour la santé, Rook pour la sécurité et la discipline, Kael pour les archives et la navigation. Nous réveillâmes progressivement l'équipage du cauchemar collectif, expliquant la vérité par fragments, évitant la panique. La mort de Valtos fut attribuée à un accident lors de la crise des systèmes, une version officielle qui, sans être entièrement fausse, préservait la fragile cohésion sociale. Un an après les événements du cœur, je me retrouvais une dernière fois dans les entrailles, sur les lieux de ma première fuite. Le joint que j'avais resserré au tout début gémissait à nouveau. Je sortis ma clé dynamométrique, et dans le ronronnement retrouvé du conduit, je perçus non plus l'écho de l'océan de Bergène, mais le simple chant d'une machine qui fonctionnait.
un champ que j'avais aidé à restaurer. En remontant vers les quartiers vivants, je passais devant le SA-7 Alpha, désormais scellé par une plaque commémorative simple, gravée du nom du capitaine Aris Riant. Kael y venait parfois, pas pour pleurer, pour réfléchir. Je montais finalement à l'observatoire. La vue était toujours la même, l'infini noir, piqué d'étoiles froides, mais l'Odyssée autour de moi n'était plus un cercueil, c'était un foyer fragile, perdu dans l'immensité, éclairé par la lumière tremblante de ses propres réparations. Nous n'atteindrions jamais Kepler 8082b. Notre monde, désormais, était ce vaisseau. Notre mission n'était plus de traverser l'espace, mais de traverser le temps, de préserver, jour après jour, cette bulle de vie contre le vide. Ignacio Metz, le fantôme, avait trouvé son ombre portée par d'autres. Il n'était plus seul. Et alors qu'il regardait les étoiles, il sut que pour la première fois depuis bien longtemps, il ne détournait pas les yeux de l'avenir. Il le construisait, rivet par rivet, dans le métal fatigué de l'Odyssée, avec les mains de ceux qui avaient choisi de rester vivants.